Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir. La guerre au Liban. Depuis 4 jours, Israël bombarde le sud et l'est du pays. Le Hezbollah réplique. Va-t-on franchir une étape de plus ? Une offensive terrestre de l'État hébreu est-elle encore évitable ? La communauté internationale est-elle condamnée à l'impuissance ? Grand décryptage dans un instant sur ce plateau. La justice mise en cause après le meurtre de Philippines. Avec notre invité ce soir, on va revenir point par point sur les dysfonctionnements de la chaîne pénale. Le juge qui a autorisé le suspect à sortir du centre de rétention où il était placé a-t-il commis une faute ? Interview, franc-parler avec la magistrate honoraire Evelyne Sirmarin. Enfin, la question qui fâche ce soir, doit-on priver le Rassemblement national des postes clés à l'Assemblée ? Tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire, ça vous regarde. Top générique. « 630 morts et près de 2000 blessés, c'est le dernier bilan des frappes que mène Israël dans le sud et l'est du Liban depuis 4 jours. De son côté, le Hezbollah a tiré quelques 300 roquettes sur Israël, dont un missile sur Tel Aviv. On va y revenir, il a été neutralisé. Guerre au Liban, guerre régionale. De quoi doit-on parler et jusqu'où va aller ce conflit que personne, pour le moment, n'arrive à arrêter ? Bonsoir Guillaume Ancel. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur du blog Ne pas subir, et votre dernier livre, Saint-Cyr, à l'école de la Grande Muette, a été publié aux éditions Flammarion. Bonsoir Bilal Tarabeh. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, chroniqueur à France 24, journaliste franco-libanais. Bonsoir David Rigolet-Rose. Bienvenue, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur associé à l'IRUS. Enfin, bonsoir Richard Verly. Bonsoir Myriam. Bienvenue, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Merci à tous les 4 messieurs de participer à ce débat en direct qui s'ouvre par le récap de ces derniers jours avec Thibaut Enoch. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Myriam. Dans votre récap ce soir, le conflit au Proche-Orient qui franchit donc une nouvelle étape. Oui, Flèche du Nord, c'est le nom de l'opération lancée depuis lundi par Israël au Liban et qui se traduit par d'intenses bombardements. Plus de 2000 frappes en 4 jours déjà, en particulier dans le sud. Vous voyez ces images diffusées par l'armée israélienne, frappe ici décrite comme celle d'un entrepôt d'armes du Hezbollah en version colorisée et humanisée. Voilà ce que cela donne. Des bâtiments entièrement détruits. Certains abritaient des civils. Le bilan est déjà lourd. Plus de 600 morts et plus de 100 000 personnes qui fuient le pays vers la Syrie ou vers Beyrouth. Et le Hezbollah qui répond également par des tirs de roquettes ? Oui, dans une frappe inédite qui a visé Tel Aviv, la capitale israélienne. Une première, alors que les bombardements de la milice chiite se cantonnent d'habitude au nord d'Israël. C'est le quartier général du Mossad qui a été visé. Le missile, fièrement montré ici par le Hezbollah, a été intercepté. De quoi renforcer la volonté du gouvernement israélien. L'offensive de l'État hébreu répond à ce que Benyamin Netanyahou a fixé comme un nouveau but de guerre, le 17 septembre, le retour en toute sécurité des habitants du nord d'Israël. Et la communauté internationale, alors, a-t-elle son mot à dire ? Alors, il est rare que le langage diplomatique traduise la panique. Il est plutôt destiné à la masquer. Mais dans ce conflit, elle s'exprime directement. Écoutez. L'enfer se déchaîne au Liban. Nous devons tous nous alarmer de l'escalade. Le Liban est au bord du gouffre. L'absence de solution ne fera que compliquer la situation. La violation en cours ne fera qu'entraîner une nouvelle escalade. La situation au Liban menace d'atteindre un point de non-retour. Alors le ballet diplomatique s'est mis en place. Une réunion du Conseil de sécurité s'est réunie en urgence mercredi soir. Dans le même temps, les États-Unis et la France, par la voix de Joe Biden et d'Emmanuel Macron, ont lancé un appel à un cessez-le-feu de 21 jours. La situation présente un risque inacceptable d'escalade régionale. Il est temps de parvenir à un règlement de la frontière israélo-libanaise, ont écrit les 2 présidents, rejoints par de nombreux pays. Et Israël, alors ?
Alors Benjamin Netanyahou a quitté Israël ce matin. Il doit s'exprimer à la tribune de l'ONU demain. Dans l'attente, c'est son cabinet qui s'est chargé de la réplique. Regardez, le cessez-le-feu est une proposition franco-américaine à laquelle le Premier ministre n'a même pas répondu. Benjamin Netanyahou a demandé à l'armée israélienne de poursuivre les combats à plein régime. Voilà ce qu'on appelle un pied-de-nez diplomatique. Il en dit long sur la volonté du gouvernement israélien. L'un des plus importants alliés de Benjamin Netanyahou, le ministre des Finances issu de l'extrême droite, s'est lui montré encore plus clair. La campagne militaire au nord ne se terminera que d'une seule façon, l'écrasement du Hezbollah et l'élimination de sa capacité à nuire. Donc on peut craindre une opération terrestre? Oui, ce serait le scénario du pire. Il n'est jamais sûr, mais il se dessine. Le chef d'état-major de l'armée israélienne en a déjà averti ses troupes. Nous préparons le processus d'une manœuvre, ce qui signifie que vos bottes militaires entreront en territoire ennemi. Vous allez y aller, détruire l'ennemi sur place et détruire de manière décisive son infrastructure. Un discours martial auquel en répond un autre. Écoutez le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran ne restera pas indifférent en cas de guerre généralisée au Liban. Nous soutenons le peuple libanais par tous les moyens. Voilà, l'engrenage semble en place. La seule chose qui pourrait éviter un embrasement total est qu'a priori, ni le Hezbollah ni l'Iran n'ont intérêt à ce conflit. Mais le propre des guerres, Myriam, est aussi de déborder la volonté des hommes. Merci. Merci beaucoup Thibaut Hénoch. Guillaume Ancel, c'est la guerre. On ne parle plus d'escalade là. C'est la guerre entre Israël et le Hezbollah ou entre Israël et le Liban? Benjamin Netanyahou a déclenché en toute conscience une guerre. Une guerre, mardi dernier, alors qu'on attendait un accord de cessez-le-feu sur Gaza qu'il a fini de dévaster, sur lequel il ne reste plus rien à détruire. Et du coup, les Américains en particulier étaient persuadés qu'avec cet accord de cessez-le-feu, non seulement on cessait la guerre à Gaza, il était grand temps, mais qu'en plus, le Hezbollah avait clairement annoncé que dès qu'il y aurait un accord de cessez-le-feu sur Gaza, il cesserait ces bombardements qui durent depuis un an sur le nord du Liban. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que Netanyahou a pris exactement le sens inverse, et c'est quand même incroyable, parce qu'il conduit cette guerre avec des munitions que les Américains sont obligés de lui livrer jour après jour, parce que l'armée israélienne n'a pas de stock de munitions. Alors on va y venir aux Américains. Pourquoi, David Rigoulet-Rose, maintenant? Pourquoi Benjamin Netanyahou décide d'élargir très clairement le front au nord et au Liban? Mais ce n'est pas totalement une surprise, hein. Ça fait des mois, et surtout les dernières semaines, qu'il y a des déclarations des responsables politiques et militaires signalant qu'il y avait une préparation de très haut niveau au nord. Et il se trouve que ça a été officialisé par Yoav Gallant dernièrement, qui a évoqué le fait que le centre de gravité, le ministre de la Défense israélien, qui a dit que le centre de gravité se déplaçait de Gaza, donc au sud, vers le nord. Ça fait des mois, effectivement, que cette crainte est perceptible. Elle prend corps aujourd'hui, hélas, dans les conditions qu'on connaît. Mais je crois qu'il ne faut pas uniquement réduire ça à la personne de Netanyahou. Parce qu'il y a quand même un consensus. C'est-à-dire que ce but de guerre, il est quand même le reflet d'une attente de la société israélienne. Alors, le but de guerre, on le rappelle, c'est de permettre aux 60 000 Israéliens qui vivent au nord du pays... 70 000 Israéliens qui vivaient en Galilée, au nord, donc à proximité de la frontière, et qui, depuis le 8 octobre, recevaient effectivement les tirs du Hezbollah, qui voulait manifester sa solidarité au Hamas à Gaza. Ils ont été déplacés, délocalisés, logés dans des hôtels, et il y a une très forte il y avait deux types de pression, les otages et cette question du retour. But de guerre légitime à vos yeux, sauf qu'on avait l'impression, avec les beepers simultanés qui explosaient, qu'il y avait vraiment un Hezbollah ciblé de manière technologique. Mais là, on retrouve, entre guillemets, la stratégie Gaza, c'est-à-dire on bombarde et les civils meurent. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas propre à la personne uniquement de Netanyahou. Quand on regarde justement les déclarations, quelqu'un comme le ministre Benny Gantz, qui est sorti du cabinet de guerre, a dit « on a perdu 1 an avec le Nord ». Il faut que ça soit un but de guerre. C'est Benny Gantz qui le déclarait, c'est pas Netanyahou. Alors il se trouve que Netanyahou... Donc il y a un consensus en Israël sur ce front-là. Il fait coïncider son agenda personnel, pour les raisons que vous avez évoquées, avec effectivement la poursuite de la guerre. Mais ça répond à une attente plus générale. Et c'est là où c'est problématique, justement. Parce qu'on voit mal ce qui pourrait arrêter, justement, l'opération qui vient d'être lancée. Parce que du point de vue des Israéliens,
à tort ou à raison, elle est jugée nécessaire faute d'options diplomatiques qui n'a pas pu se concrétiser. Alors vous nous direz si vous croyez ou pas à l'hypothèse de l'opération terrestre. Est-ce qu'on est dans la communication? Est-ce qu'il faut prendre au mot l'état-major de l'État hébreu? Bilal Tarabeh, comment va la population? Aujourd'hui, on nous dit que ce sont les fiefs du Hezbollah, c'est-à-dire le sud du pays, la Beka, c'est ça, l'Est également qui est ciblé. En réalité, c'est bien plus large. Est-ce qu'on arrive à évaluer parmi les 600 victimes si ce sont des cadres du Hezbollah ou si vraiment là, on retrouve la stratégie Gaza, c'est-à-dire les dommages collatéraux? On a certaines figures qu'Israël déclare avoir visé, notamment l'un des chefs de la force aérienne du Hezbollah, probablement quelqu'un en charge des drones plus qu'autre chose, mais non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le Liban, ça peut paraître un lieu commun, mais c'est vraiment minuscule. Par exemple, quand on parle de la banlieue sud de Beyrouth, et notamment d'un quartier qui s'appelle Har Tahrek, c'est celui qui a le QG, enfin les bureaux du Hezbollah officiels et du Hamas et d'autres là-dessus. Il est juste à côté, je ne sais pas comment vous dire, à vol d'oiseau, c'est comme là, on est à l'Assemblée nationale, on va dire que le palais présidentiel est à Châtelet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est collé. Il n'y a pas de... quand on dit banlieue sud de Beyrouth, on pense à quelque chose, la grande banlieue en France, quelque chose de loin, au fin fond de départements périphériques. Non. Y compris le sud, c'est la même chose, l'est, c'est la même chose. Et il faut voir que toutes ces personnes refluent vers Beyrouth et refluent vers le nord. Donc quand on dit par exemple qu'aujourd'hui, on estime à 200 000 personnes qui refluent du sud vers le nord. Alors le nombre de déplacés, l'ONU les a chiffrés à plus de 100 000 pour le moment. Voilà. C'est ce qu'on a comme chiffre. Sachant qu'il y en avait 90 000 qui étaient, parce que vous savez, en Israël, au Liban, c'est une situation en miroir. Donc les habitants du nord d'Israël qui étaient déplacés sont en fait équivalents à ceux du sud du Liban qui étaient déplacés depuis le 7 octobre. Bref, si on prend ces dizaines de milliers de personnes, il faut savoir que pour faire une route, un trajet qui prend habituellement 40 minutes, et je vous dis 40 minutes parce que tout ça, c'est 30, 40, 50 kilomètres de distance. Bon, là, ça a pris 24 heures, voire plus, des gens qui dormaient au bord des routes. Ce qu'il faut voir, c'est que ces gens du sud, eh bien, ils refluent vers le nord, donc vous avez une arrivée de personnes. Si on dit 100 000 personnes, vous avez dit 100 000 personnes, à l'échelle de la France, c'est 1 million. Bon, imaginez 1 million de personnes qui refluent de Provence. Sachant que c'est beaucoup plus loin. Donc évidemment, vu la taille du pays, il y a un problème de densité, il y a un problème d'organisation. Dans Beyrouth, pour finir, on voit les fumées des frappes. Alors justement, puisque vous parliez des centaines de milliers de déplacés, on va voir ce reportage signé Claire Vérobe avec les équipes de France Télévisions. Ce sont les villages qui se situent à la frontière avec Israël. Regardez. Pour sauver leur vie, ces familles s'entassent dans les voitures, s'accrochent aux portières, jusque sur le toit. Fuir, coûte que coûte. Après toute une nuit sur la route, ces Libanais ont parcouru tout juste 40 km d'un trajet dont beaucoup ne connaissent pas l'issue. On a été surpris en pleine nuit par les bombes. On n'imaginait même pas pouvoir fuir jusqu'ici. On est réfugiés dans notre propre pays. On doit tout recommencer. L'errance pour des dizaines de milliers de Libanais. Après 20 heures de route, cet automobiliste en panne veut à tout prix continuer. Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Les Juifs n'ont aucune pitié. Ces maçons en bord de route comptent les détonations. 5 avions aujourd'hui. 5 frappes sur les villages alentours. Dans ces villages à majorité chiite, l'armée israélienne dit cibler des positions du Hezbollah, comme ses lance-roquettes. Rmaïch, un village chrétien, épargné donc par les bombardements israéliens, alors que les quartiers chiites voisins sont pris pour cible. C'est tout proche d'ici, là. À 2 kilomètres seulement de la frontière avec Israël, les habitants redoutent l'escalade. Depuis plusieurs mois, cette mère et son fils se sont réfugiés à Rmaïch. Mais aujourd'hui, ils s'interrogent, combien de temps ce village chrétien sera-t-il épargné? Lors des premières frappes, mon fils pleurait. Mais maintenant, il s'est habitué, comme tout le monde. Aujourd'hui, on craint une invasion terrestre de l'armée israélienne. Des civils pris au piège d'une guerre qui ne fait que recommencer.
Voilà. Et c'est le cauchemar pour les Libanais qu'ils ont déjà connu en 2006 avec déjà cette guerre d'Israël au Liban, ce scénario d'une opération terrestre. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a l'impression qu'il y a autant de communication interne vis-à-vis de Jérusalem, vis-à-vis des Israéliens, qu'externe. Est-ce qu'il faut prendre Benyamin Netanyahou au mot? Écoutez, quand on voit la déclaration du cabinet israélien qui a été postée sur X, alors même que Benyamin Netanyahou était, je crois, dans l'avion pour les États-Unis, c'est quand même clair. Ce sera un non que demain le Premier ministre israélien va formuler à la tribune des Nations Unies, alors que dans la nuit, on a pu penser que cette déclaration un non à la trêve proposé par un non à la trêve la France de 21 et les États-Unis. jours, absolument. Or, on pouvait penser que cette proposition de trêve, co-signée, je le rappelle, par l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis également, qu'elle ouvrirait une brèche et que Benyamin Netanyahou, à l'approche du 7 octobre, ne voudrait peut-être pas être cantonné dans le seul rôle de fou de guerre, si je puis dire, ou d'aventurier de la guerre permanente. Il y avait une possibilité, semble-t-il, il ne va pas prendre cette possibilité. Alors ce soir, la Maison-Blanche communique en disant que Benyamin Netanyahou a été associé à cette trêve et que c'est fait en coordination avec Israël. On va voir ce qu'il va dire demain. Voilà, exactement. Je crois que c'est important parce que si d'aventure, disons-le quand même, si d'aventure Benyamin Netanyahou saisissait ce moment, enfin, on verrait une petite lueur s'allumer. Sauf pour que là, la question, est totale. Voilà, c'est même pas la question de la trêve qui a l'air de se poser, c'est la question de l'intervention au sol. Guillaume Ancel, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça permettrait, au fond, d'arriver à ces buts de guerre affichés par Tsahal? Alors, pardon de le dire comme ça, David avait tout à fait raison tout à l'heure en rappelant que ce n'est pas Netanyahou seul, mais c'est lui qui décide. Or, Netanyahou ment à la société israélienne depuis un an. En fait, depuis un an, le Hezbollah bombarde quotidiennement le nord d'Israël. Et depuis un an, l'armée israélienne riposte quotidiennement. Elle a frappé sans doute entre 7 et 10 000 fois depuis un an. Est-ce qu'avec ces 10 000 frappes, l'armée israélienne a réussi à faire cesser les tirs du Hezbollah? Absolument pas. Alors, expliquez-nous pourquoi, parce qu'on connaît mal le Hezbollah. Il y a une grosse capacité militaire du Hezbollah aujourd'hui, même après l'affaiblissement de l'état-major. En fait, le Hezbollah, d'abord, c'est une vraie armée, contrairement au Hamas. Le Hamas, c'est un ramassis de miliciens assez chaotique. Le Hezbollah, c'est une armée structurée d'au moins 50 000 hommes, bien armés, bien commandés, et surtout qui s'est remarquablement implantée, quand je dis remarquablement au sens militaire, sur le territoire du Liban, et qui par conséquent n'est pas surprise par cette attaque. Au même titre que quand, avec une fierté déplacée, on a raconté qu'en faisant sauter les beepers et les talkie-walkie, on avait neutralisé le Hezbollah. Pas du tout. Alors quand même, je vais vous montrer, je vous interromps, mais vous poursuivrez. On a préparé une petite infographie qui permet de comprendre l'organigramme du Hezbollah. Tous ciblés, tous tués, ou quasiment tous, on va le voir s'afficher à l'écran. Il y a eu plusieurs opérations, les voilà, qui ont pris différents temps. Certains les beepers, d'autres c'était des opérations ciblées. On se souvient aussi Ismaël Haniyeh. Donc la question aujourd'hui, c'est quand on perd ses chefs, est-ce qu'on peut encore riposter militairement ? Pardon, mais Bilal l'a rappelé tout à l'heure, tout le monde, dans les frappes israéliennes, devient le chef de quelque chose qui n'était pas forcément et qui sera remplacé dès le lendemain. Par ailleurs, à la guerre, vous savez, on apprend quelque chose qui est essentiel. On respecte son ennemi ou on le tue, mais on ne le mutile pas. Les 3000 responsables du Hamas qui ont été mutilés, qui ont perdu des doigts ou qui ont perdu un œil, ils vont passer le reste de leur vie... Du Hezbollah, pardon, qui ont été mutilés. Ils vont passer le reste de leur vie à se venger à titre personnel ou collectif d'Israël. Donc ce qu'a fait Netanyahou, en réalité, n'a aucun sens militaire. Il a estropié les responsables du Hezbollah, mais sans les empêcher de pouvoir agir. Là, aujourd'hui, il frappe très durement sur le Hezbollah, mais il est incapable de neutraliser le Hezbollah, au même titre, qu'il n'a jamais réussi à détruire militairement le Hamas, qui est une organisation terroriste. Ça ne se détruit pas militairement. Donc c'est de la fuite en avant, pure et simple. Vous êtes d'accord avec l'analyse, David Rigoleros ? Il y a une logique de fuite en avant, en tout cas pour, effectivement, par rapport à... Il y a un syndrome obsidional qui est de plus en plus important, c'est-à-dire l'idée que le pays serait... qu'Israël serait exposé sur une multiplicité de fronts. Ça revient dans la rhétorique israélienne de plus en plus. Après, c'est pas faux factuellement. Oui, non, mais justement, c'est des clés de compréhension pour voir ce qui se met en place, effectivement. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que Gaza pourrait n'être qu'une séquence d'un scénario plus vaste.
dont la deuxième séquence... Mais alors c'est quoi ce scénario? Si on essaye de l'échafauder, on reste prudent, hein, c'est une hypothèse, c'est quoi? C'est une intervention terrestre, ça va changer quelle donne? Et on arrive à l'Iran. Parce qu'il y a quand même le passif de 2006 qui n'a pas été une extrême réussite. Hein. Rappelez-nous. La guerre dite de 33 jours, déjà entre le Hezbollah et Israël, qui avait donné lieu à des pertes importantes de part et d'autre, et qui ne s'était pas soldée par une victoire avérée d'un ou de l'autre côté. Donc il rajoute du chaos au chaos. En tout cas, oui, ce qui a changé, c'est le 7 octobre. C'est-à-dire que le 7 octobre, en fait, est un point de bascule qui fait que les facteurs d'inhibition et de limite ont sauté. Et on le voit au niveau régional, au fur et à mesure des mois qui passent et des semaines, il y a des seuils qui sautent régulièrement. Donc c'est la force qui devient la règle prochainement. Oui, et ça va être très très difficile de revenir en arrière, de reprendre la main sur une logique moins belligéenne parce que le processus est enclenché. Bilal Tarabet, 2 questions. L'opinion libanaise par rapport au Hezbollah. On entendait ce Libanais dire clairement « ils veulent nous tuer, l'ennemi c'est Israël ». On imagine bien que les bombardements renforcent sans doute le Hezbollah. Mais est-ce qu'elle est divisée, l'opinion, par rapport à cette organisation terroriste, cette milice? Oui. Elle est divisée. Alors il y a un sondage récent assez crédible qui dit, et c'est plutôt logique, qu'à peu près 70% des Libanais ne soutiennent pas le Hezbollah dans sa forme actuelle. Hein. C'est plutôt le cas. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que la majorité des gens, en fait, la quasi-intégralité des Libanais considèrent Israël comme une menace et son ennemi. Là-dedans, vous avez 70% qui met le Hezbollah aussi là-dedans. Vous voyez, donc en fait, au Liban, c'est un petit peu compliqué à comprendre, c'est un peu subtil, mais on peut être à la fois contre le Hezbollah et lui reprocher tout un tas de choses légitimes, et à la fois contre Israël, parce que si vous voulez, l'alternative n'est pas forcément meilleure. Et sur l'éventuelle riposte, ça pose la question de l'Iran. On parle de tigre de papier dans certains articles. Pourquoi l'Iran reste si prudent? En quoi l'Iran n'a aucun intérêt, d'après ce qu'on peut lire, d'après les experts, à intervenir, à soutenir le Hezbollah dans une riposte massive? D'abord parce que, je parle sous le contrôle de Guillaume, d'abord parce que se pose la question des moyens. Ça fait 1 an maintenant qu'Israël est en guerre absolue. Vous pouvez bien imaginer que les moyens de surveillance sont à leur maximum en termes opérationnels, et donc tout ce que fait l'Iran est terriblement surveillé. Le régime iranien a peur des infiltrations qui ont peut-être conduit à l'assassinat du responsable politique du Hamas qui a été tué à Téhéran, dans la maison des hôtes du gouvernement, au lendemain de l'investiture du nouveau président iranien. Donc, effectivement, l'Iran est dans une position, le régime iranien, pour être plus précis, est dans une position où son socle est quand même un socle qui tangue sérieusement. Cela dit, attention, ça ne veut pas dire que l'Iran est impuissant. Mais dans ce cas de figure, et c'est précisément pour ça, d'ailleurs, que l'armée israélienne veut avancer maintenant, c'est parce qu'elle a le sentiment qu'entre l'avantage que lui procure l'affaire des beepers et le fait d'avoir piégé les beepers des commandants ou des cadres du Hezbollah d'une part, et d'autre part l'affaiblissement de l'Iran, la porte est peut-être ouverte à réussir ce qui ne l'avait pas été en 2006. David Rigoleros, d'accord avec cette analyse-là, au fond, il s'engouffre dans une brèche. Il y a l'affaiblissement de l'Iran, il y a des élections aux États-Unis, donc un président en exercice qui est évidemment affaibli, et il tente le tout pour le tout. C'est ça qui rend la situation très dangereuse, parce qu'aux États-Unis, il y a un dilemme en effet miroir à la fois à Téhéran et à Washington. À Washington, parce que c'est la campagne présidentielle, et qu'en fin de mandat, l'exécutif, je ne parle pas de son âge, hein, mais c'est le syndrome de ce qu'on appelle l'âme duck, c'est-à-dire le canard boiteux. Le président américain n'est plus en situation de peser comme il le fait traditionnellement dans un contexte plus général. Il y a ça, et puis de l'autre côté, il y a l'Iran qui est confronté de son point de vue à un dilemme perçant, c'est-à-dire comment soutenir le Hezbollah qui ne peut pas être abandonné sans rentrer dans une logique escalatoire qui le pousserait à se retrouver directement aux prises avec les États-Unis. Alors, tout le monde redoute évidemment l'embrasement complet de la région, mais pour bien comprendre, l'Iran a peur des États-Unis dans un moment où ils sont relativement faibles. C'est ça le schéma. Comment comprendre que l'Iran ne montre pas davantage les muscles, connaissant l'arsenal qui existe du Hezbollah à la frontière? J'irai au-delà. En fait, l'Iran est resté, d'abord, il se sent fragile actuellement, le régime des mollahs, et les dirigeants iraniens ont été traumatisés par la frappe contre Ismaël Haniyeh, parce qu'en réalité, ils ne savent toujours pas comment les Israéliens ont procédé.
On a raconté plein d'histoires, mais vous pouvez être sûr que les services secrets font en sorte qu'on ne connaisse pas la réalité. Donc il y a une atteinte presque psychologique. Oui, c'est probablement un drone avec des capacités furtives qui l'a tué et que les Iraniens ont été incapables de détecter et bien sûr d'intercepter. Ça veut dire quoi pour eux ? Ça veut dire que les Israéliens ont aujourd'hui la capacité de tuer dans une frappe ciblée un dirigeant iranien quand ils le veulent. Donc ça met les Iraniens dans une situation très délicate. Et on voit bien d'ailleurs que les Iraniens aujourd'hui sont plutôt dans une puissance de retenue de l'escalade, oui. Alors que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Netanyahou s'engouffre en fait dans une faille parce qu'il comprend que les États-Unis, au milieu de l'élection présidentielle, ne peuvent prendre aucune décision contre Israël. C'est juste... Ce qu'il joue, c'est l'issue de l'élection présidentielle avec un Donald Trump qui n'attend qu'une erreur pour pouvoir dire « vous avez vu, c'est de leur faute tout ce qui s'est passé ». D'autre part, ils savent que les pays européens ont été tétanisés par la situation au Proche-Orient et sont incapables de prendre une décision. Quant aux Nations Unies, je vais le résumer avec une seule image. Vous savez, il y a une force des Nations Unies qui est au Liban depuis des années, qui s'appelle la FINUL. Et mes camarades l'appellent la force inutile des Nations Unies. Voilà. Donc en fait... Netanyahou sait qu'aujourd'hui, il est en roue libre et qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut. Mais pour lancer une offensive terrestre, il lui faut une longue préparation d'artillerie et de bombardement. Et ça, pour moi, c'est la faiblesse dans son dispositif. C'est que du coup, ça veut dire que pendant plusieurs semaines, il faut qu'il conduise des bombardements massifs où il nous a montré à Gaza qu'il ne sait pas faire de bombardements ciblés. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent des munitions beaucoup trop puissantes. Et donc, quand ils ciblent une personne, en réalité, à chaque fois, ils en tuent 15. Et donc, ils vont faire une dévastation à nouveau au Liban. Et là, je ne suis pas sûr que la communauté internationale l'accepte, comme elle a fermé les yeux devant la dévastation de Gaza. Alors, ils vont faire, restons prudents, parce que pour l'instant, tous les reporters qui sont à la frontière d'Israël au nord ne voient aucune manœuvre venir. Donc, soyons prudents. Bilal Tarabeh, la communauté internationale, c'est vraiment un moment où on se dit, mais on savait bien que ça changeait pas forcément le cours du monde. Mais là, on a un énorme décalage entre l'Assemblée générale des Nations unies d'un côté et des déclarations qui se succèdent et des bombardements et des phrases chocs belliqueuses de l'autre. Est-ce que c'est tout simplement maintenant la force qui va dominer les règles au Proche-Orient ? Est-ce que la communauté internationale est impuissante ? Alors, d'abord, ça fait un certain temps que la force domine les relations internationales au Proche-Orient. Je ne vais pas revenir sur l'invasion de l'Irak en 2003, hors de tout cadre juridique international. Maintenant, sur ce qui nous concerne, moi, ça s'est passé en deux temps. C'est-à-dire, le premier, ça a été le communiqué commun, enfin l'initiative conjointe de la France et des États-Unis. Et ça faisait bien longtemps que de manière aussi rapide et aussi claire et intelligible, Paris et Washington n'avaient pas été alignés comme ça. Cela dit, sur le Liban, leurs intérêts sont plutôt alignés, donc à la limite, c'était plutôt logique. Et on aurait pu se dire à ce moment-là, il y a quelques heures, tiens, il y a quelque chose qui se passe, hasard du calendrier, il y a l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères iranien est au bout du couloir, le Premier ministre israélien dans l'autre couloir, tout ça, ça va pouvoir se faire. Sauf qu'on voit les déclarations que vous avez rappelées un peu plus tôt de Benjamin Netanyahou, du chef d'état-major de l'armée israélienne, si je ne me trompe pas. Et là, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit qu'en fait, il n'y a aucune différence entre ce qui se passe au Liban du point de vue de la stratégie israélienne et de ce qui s'est passé à Gaza, voire de ce dont on parle quasiment jamais, de ce qui se passe en Cisjordanie. C'est-à-dire que c'est comme si le 7 octobre, qui a été un traumatisme en Israël, a servi comme un bouchon de champagne, si vous voulez, qui saute, ou d'une cocotte minute qui explose, et d'un seul coup, tout l'appareil israélien, donc l'appareil militaire, l'appareil politique, alors l'appareil public, moins concernant Gaza, totalement concernant Liban, on l'a dit, ça fait unanimité dans la société, se dit, tous nos problèmes, qui sont, attention, des problèmes réels, qui ne sont pas des problèmes fictifs, eh bien on va les régler par ce rouleau compresseur qu'on a peut-être retenu avant, mais qu'on ne retient plus maintenant. Je tiens simplement à dire que là, en 48 heures, il y a 50% de morts, enfin il y a la moitié du bilan de tués que pendant les 33 jours de la guerre en 2006. On voit les échelles, si vous voulez. Les proportions sont terribles. Richard Verly, la société israélienne, elle le suit complètement. Je voyais le chef de l'opposition, Yair Lapid, dire qu'il voulait cette trêve, alors pas forcément à la même virgule près que celle qu'a proposée la France et les États-Unis, peut-être moins longue, mais est-ce qu'on peut dire qu'en Israël, parce que le Hezbollah est l'ennemi historique, il est soutenu dans ce mouvement va-t-en-guerre ? Alors,
Pas complètement, non. Et d'ailleurs, rappelons-le toujours, il y a d'énormes manifestations qui continuent d'avoir lieu contre Netanyahou, surtout centrées sur la question des otages, sur la question de Gaza. Donc il serait faux de dire qu'il est complètement soutenu. En revanche, il est vrai que sur cette question, précisément parce qu'il y a les déplacés, et les déplacés sont une partie de la population israélienne, et en plus ils ont de la famille. Donc oui, il y a un lobby, appelons-le comme ça, légitime, qui veut rentrer là où il habitait, qui veut récupérer ses maisons et qui fait pression sur le gouvernement israélien. Et puis il y a quand même, disons-le, la symbolique du 7 octobre. C'est-à-dire le 7 octobre, et j'y reviens, est-ce que Benyamin Netanyahou veut prouver qu'il est un chef de guerre à qui rien ne résiste? Ça veut dire Israël, rien ne résiste à Israël quand Israël se défend. C'est ça en réalité le message qu'il veut faire passer. Ça sera le message du 7 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Ou alors est-ce qu'au contraire, il veut dire à la communauté internationale, malgré toutes les atrocités que nous avons subies le 7 octobre 2023, nous restons un membre à part entière de la communauté internationale et nous sommes encore capables de faire partie de l'ONU et d'accepter les résolutions de l'ONU. Pour l'instant, entre les deux, on voit bien que très nettement, c'est la partie militaire qui l'emporte chez Benyamin Netanyahou. Guillaume Ancel, pour terminer ce débat, les livraisons d'armes continuent, côté américain. On apprend même que lors des négociations, peut-être que c'est pour embarquer Benyamin Netanyahou à accepter cette trêve, il va y avoir à nouveau 8 milliards de livraisons américaines. Les Américains ont une responsabilité dans ce qui se passe, directe ? Une responsabilité directe et qui est tout à fait étonnante, c'est que l'armée israélienne n'a pas de stock de munitions. Donc elles sont livrées au fur et à mesure par les Américains, ce qui veut dire que si Joe Biden décidait maintenant de stopper les livraisons, en 4-5 jours, l'armée israélienne est obligée d'arrêter ses bombardements parce que tout simplement, elle n'a pas les munitions. Elle ne les a jamais fabriquées, ce sont toujours les Américains qui les ont livrées. Incidemment, je rappelle que comme les Américains sont obligés de détourner une partie de leur stock sur Israël, ils livrent nettement moins en Ukraine qui essaye de se défendre contre Poutine. Donc vous nous dites en fait que Joe Biden a les moyens d'arrêter tout ça ? Bien sûr. Alors qu'il a quand même fait pression, on sait très bien qu'il se déteste avec Benyamin Netanyahou, il a essayé de peser. Vous nous dites c'est de sa faute. S'il voulait, non, je n'ai pas dit que c'était de sa faute. Il pourrait, en arrêtant les livraisons, arrêter la guerre. Il a la possibilité de tordre le bras de Netanyahou, puisque en fait tous les combats que mène Israël, ce sont avec des munitions américaines. Mais Biden sait aussi qu'actuellement, il joue l'avenir des États-Unis sur l'élection présidentielle. Et que s'il fait quoi que ce soit qui est interprété comme un signe d'hostilité contre la politique d'Israël, alors qu'il s'en prend à Netanyahou, il le payera dans les urnes pour Kamala Harris. S'en saisira aussitôt pour faire chuter Kamala Harris, qui est sa vice-présidente. Merci, on va s'arrêter là. J'espère que vous reviendrez parce que c'est éclairant de vous entendre. On le sent bien dans un danger extrême, guerre régionale peut-être, avec des répercussions mondiales. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Bonsoir Evelyne Sirmarin. Bonsoir. Et merci d'être l'invitée franc-parler ce soir, magistrate honoraire, la justice plus que jamais dans le viseur du nouveau ministre de l'Intérieur, mais aussi des Français qui sont sous le choc après le meurtre de Philippine, cette jeune étudiante de 19 ans tuée par un Marocain alors qu'il aurait dû être expulsé. Regardez l'invitation de Marco Pommier, interview juste après. Si on vous invite, Evelyne Sirmarin, c'est parce que depuis quelques jours, la justice est sérieusement mise en cause. D'abord, avec ce bras de fer entre le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice. On a créé, je pense, en France, depuis trop longtemps, un droit à l'inexécution des peines. Il faut que les peines, les sanctions tombent. Le laxisme de la justice n'existe pas. Le procès d'une justice laxiste, renforcée par l'affaire Philippine, cette étudiante âgée de 19 ans, violée et assassinée dans le bois de Boulogne vendredi dernier. Triste pour sa famille, pour ce qui s'est passé, dans l'incompréhension en fait. Le suspect présumé, un ressortissant marocain sous OQTF, il avait l'obligation de quitter le territoire français. Alors la justice a-t-elle failli ? Ce soir, nous vous posons la question, Evelyne Sirmarin. Vous, la magistrate, ancienne présidente du syndicat de la magistrature, engagée à gauche. Le suspect du meurtre de Philippine est un récidiviste. En 2019, Tao est condamné à 7 ans de prison. Il en fera 5 après une réduction de peine. La France souhaite l'expulser vers le Maroc. En attendant, il est placé en centre de rétention administrative en juin dernier à Metz. Après 3 prolongations de rétention sans laisser-passer consulaire vers le Maroc, Tao est libéré le 3 septembre. Les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies. L'affaire rebondit en polémique sur l'immigration. Le RN propose de renvoyer automatiquement les étrangers
condamné à une peine d'au moins 3 ans de prison. C'est une proposition de loi qui est attendue par l'immense majorité des Français dans un contexte où moins de 10% des obligations de quitter le territoire français sont exécutées. Edwige Diaz défendra cette proposition de loi à l'Assemblée le 31 octobre prochain. Et bienvenue sur ce plateau, Évelyne Sirmarin. Alors, est-ce que vous attendiez un tel procès de la justice? Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, comme les Français d'ailleurs, les sondages en témoignent, trouvent que les juges sont laxistes. Est-ce que la magistrate que vous êtes est surprise vraiment? Ah non, pas du tout, parce qu'il y a tellement de narratifs sur le fait que la justice est laxiste, même si ce n'est pas vrai, car la durée moyenne des peines a considérablement augmenté en 20 ans, de 8 mois à 12 mois, même s'il y a de plus en plus de condamnations prononcées, même si les prisons débordent, comme vous le savez, avec des matelas par terre, etc. Mais de toute façon, c'est vraiment impossible de faire comprendre que la justice est au contraire très sévère, mais très lente. Alors vous allez essayer de nous le démontrer. On va quand même partir des faits. Ce qui choque, c'est que le meurtre de Philippine aurait pu être évité. Le suspect était sous OQTF, obligation à quitter le territoire français, mais il a été autorisé de sortir du centre de rétention où il était placé par la décision d'un juge. Oui. La rétention est prolongée 3 fois, mais au moment d'examiner une 4e prolongation, c'était le 3 septembre dernier, eh bien, le juge de la liberté de la détention écrit, noir sur blanc, qu'il peut d'une certaine façon récidiver puisqu'il constitue, en tout cas la menace à l'ordre public n'est pas exclue. Vous comprenez qu'on puisse penser qu'il y ait un raté, puisqu'il est quand même sorti et il a commis ce dont il est suspecté d'avoir commis, c'est-à-dire le meurtre de Philippine. Voilà, et le viol. Bon, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des torts partagés, en ce sens que quand il était en prison, il est donc effectivement sorti, il a été amené directement en centre de rétention. Mais malheureusement, l'administration pénitentiaire n'a demandé ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire pour que le Maroc recueille en quelque sorte son ressortissant que 2 jours avant qu'il ait fini sa peine. Donc, la peine a été exécutée, pas de problème, mais il aurait fallu demander ce laissez-passer consulaire pour que les démarches soient faites très vite et qu'en sortant de prison, il soit tout de suite expulsé. Ça n'a pas été fait. Et puis, la préfecture de police, enfin le ministère de l'Intérieur, s'est trompé de service pour demander ce fameux laissez-passer consulaire sans lequel on ne peut pas expulser quelqu'un. Et donc ce laissez-passer consulaire, il a pris du temps à arriver parce qu'il y a eu peut-être des erreurs d'aiguillage purement bureaucratiques, on a envie de dire. Voilà. Simplement, il est arrivé. Et ce qui est très très dur à accepter, et on peut comprendre que l'émotion soit au rendez-vous national, c'est qu'il a fini par tomber 3 jours après la décision du juge de faire sortir Tao. 3 jours seulement. Donc, il y a forcément un dysfonctionnement quelque part. Alors, vous le reconnaissez? Oui, mais bien sûr. Et puis, je considère que, en tout cas, dans cette affaire, les proches sont totalement légitimes à être furieux et à ne pas comprendre du tout comment ça peut se passer. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que il était effectivement en rétention, en centre de rétention, pour être expulsé parce qu'il avait été condamné à une peine de 10 ans d'interdiction du territoire. Bon, on attend ce fameux laissez-passer consulaire qui a été demandé trop tard, qui n'arrive pas parce qu'il y a des erreurs. Et finalement, la rétention administrative, avant d'expulser quelqu'un, c'est 90 jours. Donc, on était déjà quand même à 74 jours de rétention. Donc, il restait 2 semaines. Et il restait à peu près 2 semaines. Avant la fin de la durée maximale légale. Alors, c'est vrai, la juge des libertés aurait pu prolonger, mais elle l'a remis en liberté. Pourquoi? Parce que ça faisait déjà 76 jours que ce laissez-passer consulaire devait arriver. À chaque fois, elle avait renouvelé la rétention en disant on attend, pour l'instant on ne va pas l'expulser. Et à la 4e, même s'il était dangereux, c'est un prédateur sexuel, il a été remis en liberté.
Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème énorme d'information, en ce sens que si le laissez-passer consulaire, on lui avait dit à la juge des libertés, je n'ai pas été regarder le dossier, je n'ai pas le droit, hein, mais si on lui avait dit, écoutez, on est à la 3e prolongation, parce que c'est une fois au début et puis 3 prolongations. Si on lui avait dit, écoutez, il va arriver dans 2-3 jours, etc., si la préfecture le lui avait dit, le parquet le lui avait dit, je pense qu'elle n'aurait pas du tout pris la même décision. Le problème, c'est que je crois qu'il y a eu vraiment un manque d'information, parce que, notamment, la préfecture et le parquet pouvaient faire appel. Donc les torts sont partagés. Voilà. Quand elle l'a remis en liberté, si l'information avait été donnée au parquet ou à la préfecture, ils auraient dû dire, puisque c'est comme ça, on fait appel, et donc il reste en centre de rétention et on attend. Voilà. Les torts sont partagés, mais quand même, et c'est important pour la transparence d'essayer de montrer quand même qu'il a pu se passer. Il y a une enquête d'ailleurs qui va être mise en place. Il y a une chaîne pénale qui peut-être a dysfonctionné. Alors il y a le pouvoir administratif, vous avez parlé des préfets. Ici à l'Assemblée nationale, la droite républicaine dépose une proposition de loi justement pour à la fois arrêter cette possibilité de renouveler tous les mois, tous les 30 jours. Il faudrait que ce soit directement les 90 jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et pourquoi pas rallonger la durée maximale de rétention, comme en Allemagne, par exemple, ou au Royaume-Uni. Et là, ce serait pour des cas d'étrangers qui ont été condamnés en France. Alors, d'abord, effectivement, vous le soulignez, des étrangers qui ont été condamnés. C'est-à-dire, on oublie souvent que les 3/4 des étrangers en centre de rétention sont des gens en séjour irrégulier, c'est sûr, mais qui sont des gens qui travaillent, qui ne font pas de problème, qui ont souvent une famille, qui payent des impôts. Les 3/4. Hein. Donc là, on parle vraiment des délinquants, et notamment les délinquants dangereux. Alors, en Allemagne, c'est vrai que le délai est de 18 mois. Mais ce délai de 18 mois, en fait, les Allemands n'ont pas du tout besoin de maintenir les gens 18 mois en centre de rétention. Ça dure 3-4 semaines. Pourquoi ? Parce que les Allemands délivrent beaucoup moins d'obligations de quitter le territoire que les Français. Quand ils en délivrent, c'est justifié. Ils savent qu'ils vont, en gros, pouvoir expulser la personne. C'est pour ça qu'ils y arrivent mieux à exécuter ces obligations. À exécuter 40 000 obligations de quitter le territoire, 20 000 expulsions réelles. Donc c'est parce qu'il y a trop d'obligations de quitter le territoire français qu'on n'est qu'à 7% d'exécution. Mais oui, pour des problèmes politiques, les obligations de quitter le territoire sont délivrées systématiquement quand quelqu'un est en séjour irrégulier. Ce n'est pas simplement pour des raisons diplomatiques, parce que souvent, quand ils sont algériens ou marocains, eh bien, ces pays ne veulent pas les accueillir. Ça, c'est effectivement le laissez-passer consulaire. Mais pour les OQTF, comme on dit, ce qui se passe, c'est que politiquement, M. Darmanin, puis je pense maintenant M. Retailleau, considèrent que dès que quelqu'un est en séjour irrégulier, même s'il n'est pas dangereux du tout, qu'il n'est pas du tout délinquant, il faut délivrer cette fameuse obligation de quitter le territoire. Et pour les étrangers criminels, alors est-ce que vous seriez favorable à étendre ce délai maximal de détention en centre de rétention ? Pas du tout opportun, en ce sens que les Allemands, comme je vous le dis, expulsent au bout de 3-4 semaines, bien qu'ils aient un très long délai de centre de rétention. Donc c'est une question d'exécution des expulsions davantage que des délais. Et de réflexion, si je peux me permettre, réflexion par rapport à l'Allemagne. Les Allemands, si vous voulez, délivrent des obligations de quitter le territoire uniquement envers les gens qu'ils savent qu'ils peuvent expulser. Mais nous, même si c'est un Afghan, même si c'est un Gazaoui, même si c'est quelqu'un qui a une fausse identité, on en délivre systématiquement, on sait qu'on ne va pas pouvoir les expulser. Et ça, c'est une sorte d'usine à gaz, vous voyez. Il y a beaucoup de propositions, je ne vais pas toutes vous les soumettre, mais certains veulent même enlever complètement la présence du juge judiciaire dans ce contentieux de la rétention administrative. Moi, je voudrais, pour terminer, vous demander ce que vous pensez de ce tandem Migaud-Retailleau. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il a de l'avenir? Alors, déjà, le juge judiciaire, on ne peut pas l'enlever parce qu'en matière d'étrangers, il est là pour garantir les libertés. Est-ce que les droits ont été respectés, etc. Pas du tout sur l'opportunité d'expulser des gens. Sur le tandem Migaud-Retailleau, le problème, le garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur. Donc, le garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est que M. Migaud semble être en quelque sorte dévoré dans ses compétences par M. Retailleau, qui est intervenu immédiatement après sa nomination sur des compétences de
de la justice. Vous pensez qu'il a les épaules, Didier Migaud, pour résister aux attaques de Bruno Retailleau ? Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement respectable, mais politiquement, il est quand même assez faible. C'est-à-dire qu'il est, paraît-il, une prise de la gauche, mais la gauche ne considère pas qu'il est de gauche, tandis que quand même, M. Retailleau, pour l'équilibre du gouvernement et une éventuelle motion de censure, etc., quand même, il a une force politique qui n'est pas comparable. Vous allez regretter Éric Dupond-Moretti ou quoi? Moi, on n'en est pas là. Non, on n'en est Même pas là. s'il a augmenté les moyens, non, on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup augmenté les moyens, il faut le reconnaître. Merci beaucoup, Evelyne Sirmarin, d'avoir été l'invitée d'LCP. Tout de suite, la question qui fâche avec nos chroniqueurs qu'on accueille. Et le jingle, alors, installez-vous. Et il n'y a pas de son sur ce jingle, mais c'est pas bien grave, c'est pas un petit jingle qui va nous faire peur. Tir croisé ce soir avec 3 fines lames du journalisme politique. Catherine Tricot, bonsoir Catherine. Bonsoir. De la revue Regard, Jean-Baptiste Daoulas, bonsoir. Bonsoir Myriam. De Libération et Elsa Mondingava d'LCP. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez bien préparé, parce que voici la question qui fâche avec Marco Pommier. La question qui fâche a déjà fait polémique cet été. Le Rassemblement national écarté des postes clés à l'Assemblée. Aucun vice-président, aucun poste de questeur ou de secrétaire. Pas de présidence de commission non plus. Rien du tout, malgré les 142 sièges obtenus par le parti à la flamme et son allié ciotiste après les législatives. À partir du moment où près de 11 millions d'électeurs sont traités comme des parias, sont exclus en violation du règlement de l'Assemblée nationale de tout poste au sein de cette institution. Je ne suis pas déçu, je suis outré. Marine Le Pen, victime d'une alliance de circonstances entre le camp présidentiel et les Républicains, mais son groupe va pouvoir retenter sa chance. Depuis ce week-end, un poste très convoité est à nouveau en jeu. Celui d'Annie Genevard. Propulsée ministre de l'Agriculture, elle abandonne son fauteuil de vice-présidente de l'Assemblée. Pour la gauche, aucune hésitation. Ce qui valait hier vaut toujours aujourd'hui. Il faut continuer à maintenir le barrage républicain. Les Françaises et les Français l'ont fait dans les urnes, mais il y aura une candidature du nouveau Front populaire, évidemment, à la vice-présidence de l'Assemblée nationale pour remplacer Mme Genevard. À droite, les Républicains pourraient-ils renoncer à ce poste vacant? Le débat est ouvert. Je pense que c'est une erreur que le Rassemblement national ne soit pas présent dans les instances de l'Assemblée nationale. Moi, ça m'a choqué qu'il n'y soit pas. Donc peut-être est-ce là l'occasion de corriger cette erreur. En 2022, le groupe RN, pourtant moins important, avait obtenu 2 postes de vice-président, décrochés par Sébastien Chenu et Hélène Laporte. Alors une fois de plus, la question qui fâche se pose. Faut-il priver le RN des postes clés à l'Assemblée ? Jean-Baptiste Daoulas, réponse. Alors, en fait, la question, elle est mal posée. C'est ça le problème. Ça commence mal. Est-ce que pour la plupart des députés qui sont représentés hors Rassemblement national et groupe d'Éric Ciotti, vous avez envie de glisser un bulletin dans l'urne pour mettre un vice-président RN au perchoir? Évidemment non. En fait, il faut revenir au début. En fait, l'Assemblée, c'est un lieu où on est censé débattre d'idées, voter des lois, sans se taper dessus, sans en venir aux mains. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir des règles minimales de vie en société. Et ces règles minimales de vie en société, en fait, elles sont profondément dépolitisées. C'est-à-dire que le bureau de l'Assemblée, on l'organise en fonction du poids de chacun. Vous avez 100 députés, 123 députés comme le RN, globalement, vous avez 2 vice-présidents. Là, il y a une nouvelle donne. Quand même. Oui, la nouvelle donne, mais la nouvelle donne, en fait, 126 elle politise quelque chose qui ne doit pas l'être. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes député LFI, vous regardez la frange droitière de LR, vous dites, est-ce que ces gens, ils sont dans le champ républicain? Inversé, vous dites, vous êtes un député très très à droite de LR. Est-ce que LFI dans le champ républicain? La plupart disent que non. D'ailleurs, même à Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, ils ont passé des mois, presque des années, à dire que LFI n'était pas dans le champ républicain. Donc on fait quoi? On fait un truc un peu à la carte, où on va dire, ah ben non, bah finalement, moi je suis LR ou Renaissance, je barre LFI, je suis à LFI, je barre le RN, mais aussi LR. Donc pour bien vous suivre, Jean-Baptiste, en fait, à la fin, vous pensez que pour des raisons de représentativité, il faut qu'ils aient pour des raisons des postes de représentativité, mais presque d'automaticité. En fait, commencer à se poser cette question, c'est se mettre dans des dilemmes moraux qui rendent des choses profondément inefficaces à long terme. Catherine Tricot. Si c'était le cas, on ne voterait pas.
Voilà, c'est-à-dire que si c'était juste l'automaticité et la juste représentation, il n'y aurait pas de vote. Or, il se trouve qu'il y a un vote et que ce vote, il exprime quelque chose de politique. Et qu'au mois de juillet, il a donc, cette assemblée, elle a été marquée par 2 événements. 11 millions d'électeurs ont voté pour le Front National, mais 65% des électeurs ont voté pour que le Front National le Rassemblement National, n'ait aucune responsabilité, ne dirige pas le pays. Pour vous, ce Front républicain engage les députés ? Je considère que c'est ce qui s'est passé en juillet parce que c'est un vote politique. Si c'était ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, c'est automatique et ce n'est pas politique, il n'y aurait pas de problème. Et peut-être le faut-il. C'est-à-dire que moi, je ne trouve pas que la situation où ils n'ont aucune place dans le bureau de l'Assemblée est une situation tenable, mais elle est ainsi parce que c'est un vote des députés et que les députés sont des représentants politiques. Oui, et que les législatives sont passées par là. Absolument. Et alors, Jean-Baptiste, vous répondez à Catherine Tricot et ensuite Elsa. Il y a un point d'histoire et de tradition. Pendant des années, de manière coutumière, on s'est accordé les postes de manière automatique, justement, sans se poser la question de la couleur politique. Et même, ça a été mis dans le règlement de l'Assemblée nationale comme une sorte de conseil. Conseil, c'est ça, c'est pas une règle. On vous conseille de faire comme ça globalement et de faire une répartition en fonction du poids de chacun. Donc le fait est que jusqu'ici, c'était dépolitisé et c'était automatique. C'est à partir du moment où l'Assemblée nationale arrive avec un quart, avec désormais un cinquième environ des sièges, qu'on se met à se poser cette question. Mais en fait, si on se projette un tout petit peu plus loin, imaginons une majorité absolue RN. Maintenant que vous leur avez offert ce précédent-là, où en gros vous leur avez dit vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus représentés dans les instances. Vu que c'est a priori pas les plus grands démocrates de la Terre, bloquer tout le monde. La prochaine fois, ils virent tout le monde. Et non seulement ils virent tout le monde, mais en plus ils disent regardez, vous nous avez viré la dernière fois, on vous vire. Mais il n'y a pas que les vice-présidences à l'Assemblée, il y a aussi la questure. Il y a une questure. Ça, c'est les cordons de la bourse. C'est les cordons de la bourse, mais c'est la gestion, mais aussi la sécurité de l'Assemblée nationale. L'organisation de l'Assemblée, comment on traite les collaborateurs, comment on traite les fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Si demain, le RN est là et vire l'opposition de la question d'opposition, il n'y a plus aucun droit de regard. Oui, même plus attention de droit au retour du bâton si le RN est majoritaire. Elsa, dans le bloc central, alors on va faire quoi exactement ? Alors justement, la ligne, elle était déjà différente en fonction s'ils étaient Ensemble pour la République, Horizon ou Modem. Ensemble pour la République, la ligne, c'était pas de vote ni pour le RN, ni pour LFI. En revanche, au niveau du Modem et d'Horizon, on dit ce n'est pas normal, on trouve que c'est pas démocratique et c'est pas respectueux vis-à-vis de leurs électeurs que le RN ne soit pas représenté. Maintenant, et c'est ce que Jean-Baptiste et Catherine disaient, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il suffit pas de dire ça et d'attendre que ça se fasse. Il faut voter soi-même pour le Rassemblement national. Lui tout seul, il ne peut pas avoir de vice-présidence. Il faut que d'autres députés acceptent de le faire. Alors, c'est à bulletin secret, vous allez me dire, on n'aura jamais les noms. Mais il y a beaucoup de députés qui nous disent, oui, c'est pas normal. Et quand on leur dit, mais vous, est-ce que vous seriez prêt à voter pour un vice-président RN ? Ah non, moi jamais. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est une chose de vouloir les équilibres, c'est une autre de mettre un bulletin RN dans l'urne. Il y a quand même une nouvelle coalition. Il y a eu les élections législatives, la victoire du Front républicain, puis il y a cette nouvelle coalition Barnier où Marine Le Pen est très clairement arbitre avec ses 142 députés. Ça, est-ce que ça pèse aussi ? Ça peut influer dans le bloc central sur le thème si on leur donne rien, ils vont tous nous censurer tout de suite. Après, imaginez qu'ils vont censurer parce qu'ils n'ont pas eu une vice-présidence. Je pense pas exactement. On n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, de la même manière que Marine Le Pen et le RN jouent complètement avec la droite et les macronistes depuis 2 mois, ils vont continuer à en jouer, évidemment. Ils vont faire planer la menace, exiger d'être considérés comme n'importe quel autre parti. Donc, évidemment, ils vont sans doute faire planer la menace. Mais faire tomber le gouvernement pour ça, c'est quand même assez dur à imaginer. D'autant qu'il y a eu l'épisode avec Antoine Armand et cette humiliation, ils n'ont peut-être pas envie... Oui, ils ne vont pas faire allégeance. Non, ils ne vont pas vouloir faire tomber le gouvernement pour ça, de toute façon, parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Fondamentalement, si le gouvernement est en place, et il le sera tant que Marine Le Pen et le Rassemblement national n'auront pas intérêt à dire fin de partie. Donc, ce n'est pas le moment. Marine Le Pen va avoir son procès. Elle doit réorganiser ses troupes et remettre de l'ordre dans son programme. Donc, elle n'est pas prête. Donc, ça va continuer comme ça. Ceci étant, en effet, ce serait un signe politique très important et qui serait lu comme tel. C'est-à-dire, après le coup de téléphone de Michel Barnier à Marine Le Pen, après la négociation avec prenons dans l'ordre, après la négociation avec Marine Le Pen sur la constitution du gouvernement, dans lequel elle a dit celui-là d'accord, celui-là pas d'accord. Ensuite, le coup de téléphone de Michel Barnier en début de semaine. Si aujourd'hui, on arrivait à un républicain qui se retire
d'une certaine manière, qui renoncent, les Républicains qui renoncent à avoir une vice-présidente pour qu'il y ait une vice-présidente Rassemblement National, là, je pense que le message politique serait extrêmement clair et lisible de tous. Et ça, c'est quand même très problématique. Elsa, est-ce qu'elle y croit, Marine Le Pen, franchement? J'imagine que Sébastien Chenu espère remplacer Annie Genevard. Il y aura un candidat du Rassemblement national et comme à chaque Sébastien fois... Chenu? Alors, Sébastien Chenu se portera certainement candidat. Pour l'instant, il y a aussi Hélène Laporte qui était aussi vice-présidente, c'est pas tranché, mais il y aura un candidat du Rassemblement national. Et comme d'habitude avec le Rassemblement national dira qu'il est gagnant dans un cas comme dans l'autre. S'il réussit à ravir cette vice-présidence, il dira, voilà, on a réussi, on redevient sur le devant de la scène, regardez, on recompte à l'Assemblée, etc. Sinon, ils feront exactement ce qu'ils ont fait au mois de juillet, dire que c'est des parias, que le système ne veut pas d'eux. Donc, dans les deux cas, de toute façon, ils trouveront évidemment de quoi convaincre qu'ils sont en position de force. D'accord avec ça, pour terminer, Jean-Baptiste Daoulas, à la fin, quel que soit le scénario, c'est toujours elle qui gagne? Voilà, en tout cas, il y a un point sur lequel on tombera d'accord avec Catherine, je pense, c'est que le vrai scandale, c'est pas tant une représentativité du RN à l'Assemblée que le fait d'avoir un président de la République qui nomme un Premier ministre avec l'assentiment du Rassemblement national, un Premier ministre qui passe un coup de fil pour s'excuser qu'un de ses ministres ait osé dire que le RN n'était pas dans l'arc républicain. Le scandale, l'indignation, de ce point de vue-là, est peut-être un peu plus à cet endroit-là. Il continuerait. Moi, ce que je pense, c'est que c'est ce scandale-là, cette indignation-là qui continuerait. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu un responsable LR, je crois que c'était M. Juvin, qui disait qu'il faudrait se retirer. C'est-à-dire qu'en fait, on continue de voir les Républicains, finalement, couler vers une alliance de fait avec le Rassemblement national. Et ça, c'est quand même très problématique. Vous savez quoi? C'est l'objet d'une nouvelle question qui fâche. Vous allez revenir, on s'arrête là. Il y aura une élection, c'est sûr, on ne sait pas quand, d'un mot, vraiment. C'est sûr, il y aura une élection, on ne sait toujours pas quand, puisque Annie Genevard n'a pas encore officiellement démissionné. C'est en tout cas les dernières infos qu'on avait. Et on suivra ça sur LCP, bien évidemment. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée. À demain. Merci à vous.